Yes. Ok. Hop. T'as préparé tes notes? Ouf, c'est très feeling. Hein. Ok. Les notes sont là, mais en vrai. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue dans le Passeport Illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, sur la gestion du stress et sur le développement du leadership. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie. Merci d'avoir accepté mon invitation, Julie. Merci pour l'invitation. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi? Cool, moi ça va très bien, très très bien. T'es pas trop stressé ? Non, ça va. C'est très important déjà. Je suis très content aujourd'hui parce que je pense que ça va être une conversation hyper intéressante. Mhm. On s'est rencontrés il y a 2 mois, plus ou moins. Ouais. On a eu un très très bon échange. Et je pense que ça va être pas mal pour nos auditeurs d'entendre ce que tu as à dire en tant que... on va pas le dire tout de suite. Est-ce que tu pourrais te résumer en un mot ? En un mot? Ouais. Je pense qu'on peut pas résumer quelqu'un en un mot. J'aime bien ça. Si tu avais un mot ou 2 mots ou 3 mots qui te caractériseraient, quand on pense Julie, on associerait quel mot à toi naturellement ? C'est compliqué, hein. Julie, je sais pas, à l'écoute, Ok. j'espère qu'on associerait ça à ça. Un mot? Je resterai à l'écoute. Ah, Ouais. finalement, un mot, ça suffit. Ouais, écoute, on va rester avec ça. Ouais. À l'écoute. Ouais. Pourquoi à l'écoute ? C'est une bonne question. Je pense déjà par mon métier que j'ai développé encore plus ça, cet aspect-là, d'être à l'écoute des autres. Écoute, y a tellement de choses à dire d'une personne. Moi, j'ai toujours... Une personne, c'est comme une boule à facettes. Tu vois, il y a 1001 facettes, il y a des combinaisons de 1001 caractéristiques différentes et il n'y a pas 2 personnes avec la même combinaison de caractéristiques. Donc, tu me demandes d'en choisir une, j'en prends une comme ça. Je ne vais pas dire au hasard, mais oui, je pense que dans les différents métiers que j'ai pu faire ou même dans la vie personnelle, je vois que les gens viennent souvent vers moi, se tournent vers moi quand il y a quelque chose. Donc voilà, je prends ça, mais c'est une des Ok. de toutes les facettes. Ok. Belle pirouette, mais ok. Du coup, qu'est-ce que tu fais alors Je vais pas dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, je déteste cette question-là. Parce que je trouve que, comme tu dis, comme pour les personnalités ou comme pour les caractéristiques, on en a plein. Donc, Ouais. on fait plein de choses dans la vie. Mais qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Je vais dire ça comme ça. Ce qui m'anime au quotidien, c'est que les personnes puissent trouver leur essence, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas trouver ce qui les anime, qui ils sont réellement, et pouvoir vivre une vie en fonction de ça. On pourrait dire c'est la définition du bonheur, mais le mot bonheur, j'aime pas trop non plus, parce que quand on dit trouver le bonheur, c'est un peu ce grand, tu sais, la carotte comme ça, qu'on trouve jamais. C'est cet immense truc qu'on trouve jamais. Je crois plus aux petites joies. Je préfère le terme joie, les petites joies au quotidien. Et trouver, se créer sa vie. Moi, j'aime bien utiliser le terme sa vie sur mesure. Donc, ça part de soi d'abord, se connaître suffisamment, et puis après, oser créer quelque chose qui nous correspond réellement, même si ça veut dire sortir des sentiers battus et sortir un petit peu se libérer un petit peu des dictats de la société, avec tout ce que ça comprend, comme travail, parfois sur soi, etc. Mais ce qui m'anime au quotidien, ce serait ça. Ok. Les gens, je pense, doivent se demander, mais elle fait quoi ? C'est qui ? Donc, est-ce que tu veux te présenter par rapport à ton activité principale ? Oui. Ce qui a fait que moi, je t'ai contacté de base. Oui. Voilà. Alors, moi, je suis psychologue. J'accompagne les entrepreneurs. Pas que. C'est une grosse partie de mon activité, l'accompagnement d'entrepreneurs, aussi bien en individuel qu'en groupe. Je donne pas mal de formations aussi.
Mais donc, mon métier de base, c'est psychologue. Ok. Et ce qui, moi, m'a intrigué, c'est que, bon, déjà, quand j'ai fait, on s'est rencontrés grâce à, je vais quand même faire une petite dédicace à Okun qui m'a invité, et puis au fameux coworking Nomade Café. Quand j'ai vu qu'il y avait une affiche pour une permanence pour des entrepreneurs et que c'était une psychologue qui la proposait, Oui. j'ai pas compris. En fait, aussi. C'est une combinaison bizarre, il faut que je creuse. Ouais. Et je trouvais ça particulier parce que c'est la première fois que j'entendais parler d'une psychologue spécialisée pour des entrepreneurs. Et tu as parlé tout à l'heure des dictats de la société, mais donc on va en discuter évidemment. Tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, on sait que y a pas mal de sujets tabous. Effectivement. Et donc, ça m'intrigue de savoir comment est-ce que tu es arrivé à te dire que, en tout cas, une partie de ce que tu ferais serait axée pour les entrepreneurs, sur les entrepreneurs. Oui. Ça a pris un peu de temps. Donc, comme je disais au départ, je suis psychologue. Je peux développer un petit peu. Je peux prendre mon temps, d'accord. Donc, au départ, je suis psychologue. J'ai fait des jobs classiques de psychologue, avec ce côté très social. En tout cas, chez les psychologues, il y a fort ce truc social. Il faut être là pour les autres. Il faut pas trop gagner sa vie d'argent, parce que c'est mal vu. On gagne de l'argent sur le malheur des gens. Ce qui pour moi a toujours été... j'ai jamais trouvé ça normal, même si je ressentais ça. Je pense que c'est en partie la formation qu'on a eue, peut-être à l'UNIF ou autre, je sais pas. Mais en tout cas, je ressentais ça aussi. Et d'un autre côté, je me disais, mais en fait... les médecins, les avocats, c'est la même chose. Hein. Ils vivent aussi. Pourtant, eux, ils gagnent très bien leur vie. Donc déjà, il y avait un peu ce truc-là où je trouvais qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait juste. Et puis d'un autre côté, j'ai toujours été fort attirée par l'entrepreneuriat. Je pense que depuis toute petite, j'ai comme on peut avoir enfant, hein, mais des idées de business. Chaque fois que j'avais un truc, mais même par la suite, j'ai toujours, dans ma tête, ça a toujours été « Ah, mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ça ». En primaire, j'avais créé un petit journal, toujours créer des choses et développer des choses où je faisais des petits bracelets et j'imaginais vendre ça sur le marché, quelle serait une jolie petite boîte pour que ça attire les gens. Enfin, ce côté entrepreneuriat, même si c'était pas étiqueté comme tel à l'époque, a toujours été là. Et en fait, j'ai eu d'autres jobs aussi qui étaient plus business. J'ai été account manager, des choses plus commerciales. Et au fur et à mesure, je passais un peu de l'un à l'autre, comme ça. Et puis, dans ma tête, un jour, j'ai entendu parler d'entrepreneuriat social, où là, ça a fait un peu un switch dans ma tête, où je me suis dit, en fait, on peut faire du social, faire quelque chose qui a de l'impact sur les gens, sur la société, et en même temps, gagner sa vie correctement et faire de l'argent. Et c'est OK. Et donc là, ça a commencé à se rassembler. Et puis, je me suis simplement posé la question, j'aime être psychologue, j'aime l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je peux faire pour combiner les deux, en fait ? Et donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Ok. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que, j'ai envie de dire, c'est ton chemin entrepreneurial à toi. Ouais. Et comment est-ce que tu as décidé de dire, en fait, ça m'intéresse d'aider aussi des entrepreneurs ? Tu vois, comment est-ce que tu es passé de toi, ton chemin, où j'essaie de combiner les deux, à j'ai envie de mettre mon attention sur eux spécifiquement ? À un moment, à force de rencontrer... Mon compagnon organise aussi des événements dans l'entrepreneuriat, etc. Mais donc, à force de croiser des entrepreneurs, moi-même ayant été, ça fait, je fais le calcul, 11 ans que je suis indépendante, complémentaire, temps plein, etc. Et moi-même ayant ressenti aussi ce que c'est d'être entrepreneur et ce que ça peut impliquer personnellement, en entendant les entrepreneurs dire c'est quand même une aventure assez solitaire, il y a des moments où c'est très compliqué, il y a tout sur nos épaules, surtout les petits entrepreneurs. J'ai toujours, on a 1001 casquettes. Et pour moi, il y a 3 grands groupes de casquettes comme ça. Il y a l'artisan, c'est le cœur du métier, ce qu'on fait. Il y a le commercial, tout ce qui est marketing, vente, etc., qui est un métier en soi, mais chez l'entrepreneur, ça arrive sur ses épaules aussi. Et puis, il y a le CEO, celui qui doit
gérer l'entreprise. Prendre des décisions, etc. Exactement, être stratégique. Et là-dedans, il y a encore plein d'autres casquettes. Mais si on devait faire 3 grands groupes, c'est ça. Mais c'est beaucoup, c'est lourd. Ou des entrepreneurs qui sont dans des moments de doute, de questionnement, de vers où est-ce que je vais. Et ça, ici et là, j'entendais ça. Après, je suis à l'écoute, on a commencé par ça. J'entends ça. Et puis, comme je te disais, j'ai toujours eu ce côté en entrepreneur où je vois des opportunités. Je vois où il y a un besoin, où il y a un problème, entre guillemets, ou en tout cas un besoin. Moi, je suis psychologue, j'entends qu'il y a ça n'existe pas encore. J'ai longtemps hésité aussi à utiliser le terme coach parce que j'ai suivi des formations en coaching aussi. Est-ce que j'utilise le terme coach? Est-ce que j'utilise le terme psychologue? Finalement, j'ai décidé d'utiliser le terme psychologue. Mais oui, c'est entendre les besoins qu'il y a. Et en fait, ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'accompagnement qui existe à Bruxelles. Il y a énormément d'accompagnement entrepreneuriat, mais c'est axé projet entrepreneurial et pas la personne qui porte le projet. Or, s'il n'y a pas de personne qui porte le projet, il n'y a plus de projet. Il y a plus de projet. Donc, c'est hyper important. Et puis, il faut dire aussi que j'ai travaillé pendant tout un temps dans une entreprise qui propose du soutien psychologique, dont des permanences, puisque tu disais ça tout à l'heure, aux salariés. Donc, c'est des salariés qui ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à une ligne téléphonique, un 0800. Okay. C'est payé par l'employeur. Et donc, eux ont accès à ça, soit un one-shot, un appel, soit des accompagnements de 5-6 sessions, avec l'idée qu'un salarié qui se sent bien, que ce soit un problème perso ou pro, travaillera mieux. Ce sera pas... tu sais, il y a l'absentéisme, mais il y a aussi les personnes qui sont présentes, mais mentalement, qui sont ailleurs. Ouais, on ne laisse pas les problèmes au pas de la porte. Et en fait, c'est un petit peu cette idée-là aussi que j'ai eu envie de transposer ou de traduire vers l'entrepreneuriat et de dire, mais en fait, l'entrepreneur aussi, c'est d'autant plus important parce que l'impact d'une personne absente sur une entreprise de 50 personnes ou une personne absente chez un solopreneur, ou même s'ils sont 2-3, l'impact est beaucoup plus grand. Donc, tout à fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, tout à fait. Okay. Là, c'est plus clair. Et j'ai plein de choses qui me viennent. Ouais. Je vais essayer d'être structuré. Tu as parlé déjà d'entrepreneuriat social. Comment tu définirais l'entrepreneuriat social pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est? Alors, je n'ai pas été vérifier la définition. Ce que moi, j'en fais, ma définition à moi, c'est entreprendre, créer des choses qui ont un impact social. Donc, comme je disais, soit au niveau des individus et ou au niveau de la société, de manière plus large. Et en même temps, c'est de l'entrepreneuriat et c'est un business. Donc, il faut gagner sa vie aussi. Celui qui entreprend, c'est pas parce qu'il fait quelque chose de social qu'il doit ne pas se rémunérer. Donc, il y a ces deux aspects-là. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat social. Ok, tu trouves pas que c'est contradictoire? Pourquoi? Je sais pas, je pose une question. Non. Ok. Les deux mots ensemble, c'est ça que je veux dire. L'entrepreneuriat social? Ouais. Non, on entreprend. La définition d'entreprendre, c'est pas d'entrepreneuriat, d'entreprendre. Entreprendre quelque chose, c'est je passe à l'action, j'entreprends quelque chose, je crée quelque chose qui a un impact social. Donc le but n'est pas que de gagner sa vie et faire du business, sinon j'achèterais des produits en Chine, je les revendrais ici, j'entreprends. L'idée, c'est d'entreprendre, de faire des choses, et c'est mon métier, donc je suis rémunérée pour, et c'est bien normal. Et en même temps, j'ai envie que ça ait un impact sur la société. Donc, pour moi, ce sont deux caractéristiques de l'ensemble qui fonctionnent ensemble. Oui, qui peuvent fonctionner ensemble, en tout cas. Oui. C'est une question un peu provocante, hein, c'était volontaire. Ouais. C'était juste pour voir, en fait, parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui mettraient pas ces deux mots ensemble. Oui. Et là, ça m'a amené à la deuxième question, qui ne saurait pas forcément définir ce que c'est impact social, en fait. Comment tu mesures l'impact social?
Alors, mesurer, c'est encore autre chose. C'est Ouais. comme, c'est comme en psychologie. Comment est-ce que je mesure l'impact de mes accompagnements? C'est très compliqué Ouais. parce qu'il y a l'impact de ce que toi tu fais, mais il y a aussi l'impact de plein d'autres facteurs. Comment le mesurer? Je suis En pas tout cas, calée le là-dedans. percevoir. Comment est-ce que quelqu'un pourrait se dire, ah ok, j'ai envie d'entreprendre, j'ai une volonté de faire des choses, j'ai envie de faire des choses pour les autres. Mhm. Comment est-ce que je peux, à partir de quel moment je décide que je suis en train de faire de l'accompagnement social ou de l'entrepreneuriat social? Comment est-ce que je peux savoir que je suis dans cette catégorie-là, entre guillemets? Est-ce que tu as des pistes ou... Je pense qu'à partir du moment où tu fais des choses, après ça c'est mon domaine, mais le bien-être ici des entrepreneurs, mais le bien-être des salariés à l'époque ou le bien-être des personnes, pour moi c'est du social. Ça a un impact social. Après, est-ce que moi spécifiquement, mon travail a un impact? J'espère déjà. Mais à partir du moment où les personnes te font un retour positif, comment le mesurer? Je pense que c'est plus compliqué. C'est possible. Hein. Il y a des études qui se font. Je suis pas calée là-dedans. J'ai eu Pas des forcément cours au niveau de. mathématique, hein, c'était vraiment Ok. plus au niveau... c'est 100% subjectif pour moi, donc je veux dire... Oui, enfin c'est ça, c'est objectivable, mais effectivement c'est pas mon domaine. Je pense qu'à partir du moment où tu as un retour que ça fait du bien à certaines personnes, ça a un impact. C'est pour ça que je fais la distinction aussi entre les personnes et ou la société. Je pense que les personnes c'est oui 1 à 1 et peut-être que petit à petit tu peux créer quelque chose de plus gros. Ok. Après au niveau social, oui tu pourrais faire, je sais pas moi, certains diraient que la politique c'est C'est du social. alors c'est du social, je sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir un impact social, tu vois, ou sociétal, un impact à plus grande échelle. Ouais. Pour moi, l'entrepreneuriat social, c'est aussi déjà avoir un impact sur des individus, un impact positif, hein, mais sur des individus. Et puis, petit à petit, éventuellement, sur la société aussi. Mais pour moi, ça peut être l'un, l'autre ou les deux. Ou les deux, ouais. Ouais, c'est ça, parce que là, tu as dit justement le mot... moi, j'ai souvent entendu parfois social, parfois sociétal. Oui. Comment est-ce il y a une différence entre les deux réels? Est-ce que c'est juste sociétal, on associerait à quelque chose de plus grand, de plus global, social, il y aurait... c'est quoi les nuances qu'on pourrait trouver en fait dans... Je pense que sociétal, là, on parle spécifiquement de la société. Ouais. Et donc, oui, de la société, comment la société est organisée, comment la société fonctionne. Mais la société, comme un groupe, et pas seulement... Enfin, la société, c'est pas seulement les individus dans la société, mais c'est la société. Et puis, le social, c'est plus les individus et comment les individus... comment on dit la vie sociale. Enfin, tu vois, c'est les relations... Voilà, la combinaison, les relations entre individus. C'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, je suis assez d'accord avec cette définition. J'avais pas de définition à la base, hein, c'est pour ça que j'en profite aussi. Ok, super intéressant. Concernant, tu as dit quelque chose qui va nous amener au sujet, je pense, majeur du jour, c'est le côté du tabou. Oui. J'aime beaucoup utiliser le mot tabou. Déjà, j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi ta définition du tabou? Et ensuite, j'aimerais que tu m'expliques un peu comment est-ce que toi, tu vois le fait de pouvoir changer les mentalités sur cette notion justement de bien-être. Par exemple, là, tu as parlé de cette permanence au travail. Je crois que l'idée de la société qui faisait ça, c'est génial. Maintenant, comment on passe à... Je mets en place ce système-là où vous avez la possibilité d'avoir de l'aide et aller chercher réellement de l'aide, que les gens en fait, fassent l'action d'aller... Oui. Donc, c'est pour ça que je pose d'abord la question du tabou. Comment est-ce qu'on passe en fait, entre ça, la théorie et la pratique? Oui. Je voyais pas où tu voulais m'emmener. Ouais, la fin de la question est... alors, pour moi, un tabou, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. C'est ma définition du tabou, en tout cas, c'est ça. Et donc, ce que tu veux dire, c'est le tabou d'aller... de parler du fait qu'on aille mal ou du fait qu'on ait besoin de soutien. Tout à fait. On a besoin d'aide, en fait, peu importe sous quelle forme, mais Oui.
qu'on a peut-être besoin d'aide et déjà en prendre conscience Oui. pour nous-mêmes et ensuite se dire que je suis dans un environnement où je peux aller chercher cette aide-là. Mhm. Comment on fait? Il y a différentes choses. Je pense que c'est important aussi de... C'est compliqué parce qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux où on sait, même si on sait que tout le monde ne montre que la façade très jolie et parfois des masques, etc. Malgré tout, on est influencé par ça et on se dit, je vois les autres, ils réussissent, je sais pas moi, ils arrivent à entreprendre ça, ils arrivent à mener à bien tel projet, etc. Et moi pas. Donc bon, il y a quand même ce côté-là. Et eux, tout va bien, ils ont tout le temps un grand sourire, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et très souvent, c'est pas du tout parce que voilà, entre-temps, j'accompagne certains entrepreneurs. Je vois bien que ce qu'ils viennent me raconter et l'image, et c'est normal d'un côté. Tu t'entreprends, tu as un business, tu vas pas aller te plaindre et dire à quel point ça va pas. Donc quelque part, c'est normal, mais en même temps, les réseaux sociaux accentuent encore plus ça. Donc c'est un peu compliqué. Après, je trouve qu'il y a de plus en plus, on parle. Il y a des entrepreneurs qui parlent du fait que c'est compliqué. Je vois de plus en plus... Alors, c'est peut-être moi qui suis attentive à ça, mais je vois quand même de plus en plus d'entrepreneurs parler du fait qu'ils ont été ou qu'ils sont en burn-out parce que, justement, l'entrepreneuriat, il y a énormément à faire, comme on disait, les différentes casquettes tout à l'heure. Donc ça, je pense que déjà, c'est bien, c'est de pouvoir parler du fait que, oui, par moments, c'est compliqué. Et c'est grâce à ces personnes-là qui osent en parler, qui osent se montrer vulnérables, que ça va permettre à d'autres, peut-être pas d'en parler publiquement de la même manière, mais en tout cas d'accepter qu'eux aussi qu'eux non plus ne vont pas bien et éventuellement d'aller chercher de l'aide. Ça, c'est par rapport au côté tabou. Après, franchir le pas d'aller chercher de l'aide, c'était une des raisons de cette permanence au Nomade Coworking Café. C'est justement une fois par mois, donc juste pour expliquer en deux mots ce que c'est. Donc, une fois par mois à peu près, on organise avec Aurélie, donc, qui a fondé le Nomade Coworking Café, 2 heures de permanence et il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Je suis là, je suis dans un petit local séparé et si ça va pas, les personnes qui veulent peuvent venir discuter un quart d'heure, une demi-heure, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous et l'idée justement, c'est de rendre ça très accessible. C'est que ce premier pas, parce que souvent c'est ce premier pas à franchir qui est très difficile, c'est de rendre ce premier pas le plus petit possible. Et donc ne pas devoir prendre de rendez-vous, être là d'office. Ça permet potentiellement de rendre ce pas plus petit. Maintenant, c'est individuel. Même ça, parfois, pour certains, c'est compliqué. Mais ça, c'est une chose. C'est vraiment ce premier pas, le rendre le plus accessible possible. T'as pas eu des personnes des retours de gens qui t'ont dit, par exemple... qui sont venus, imaginons, après un certain temps et qui ont dit, écoute, je sais pas, ça fait 3 mois que je voulais le faire, mais je l'ai pas fait, j'hésitais à le faire. Tu as eu des retours comme ça, justement, d'hésitation sur ce premier pas ou ça, t'as pas forcément d'informations? J'ai pas d'informations spécifiquement ici par rapport aux entrepreneurs. Par contre, des études ont démontré que, là je parle de manière générale pour la société, entre les premiers symptômes, même légers, et le moment où les personnes vont chercher de l'aide, aujourd'hui, les personnes mettent 6 à 10 ans. C'est incroyable. Oui. Et il y a un nouveau non, mais ça fait 2-3 ans qu'il y a une convention qui existe en Belgique. Donc, tous les psychologues ne sont pas conventionnés. Il y a une convention maintenant. Donc, certains psychologues sont conventionnés. Et donc, c'est un soutien psychologique de première ligne. Donc, ça veut dire des symptômes légers à modérés. Il y a 8 à 20 séances, donc c'est quelque chose de plutôt à court terme. L'idée, justement, c'est de prévenir, plutôt prévenir que guérir, et c'est d'inciter les personnes à aller plus vite chercher de l'aide. Mais justement, et donc le budget, c'est un des freins aussi. Dans cette convention, les sessions sont à 11 € par exemple.
Mais c'est l'idée aussi. C'est après avoir fait ce constat-là, 6 à 10 ans. Mais évidemment, après 6 à 10 ans, les symptômes, ils sont plus les mêmes qu'au début. Donc, ça s'est aggravé, ça devient un peu un cercle vicieux. Donc, et puis, ça met plus de temps. Oui, il faut aller longtemps. Enfin, ça prend plus de temps à sortir de ça, mais aussi parce que ça a mis beaucoup de temps à s'installer, en fait. C'est ça. Donc, plus vite, en fait, on est réactif. Moins longtemps, finalement, en tout cas, théoriquement parlant, on aura besoin d'aide tout par à la fait. suite. Oui, tout à fait. 6 à 10 ans, ça je ne connaissais pas, c'est incroyable. Ouais. Oui, après, qu'est-ce qu'un premier symptôme, tu vois, mais c'est genre, tu as un peu de stress. Au départ, c'est normal, il y a des périodes où tu as un peu de stress, pour prendre l'exemple du stress. Tout le monde se reconnaîtra, je pense. Oui, la première fois où tu as un peu de stress, tu te dis, bon, ça va, et puis ça revient, et puis ça revient, et puis il y a la vie quotidienne, en partie, c'est normal aussi, mais 6 à 10 ans, c'est quand même très long. C'est quand même énorme. Même si on le divise par 2 ou par 3, ça reste quand même, imaginons 2 ans. Je trouve déjà que c'est énorme. En 2 ans, il peut se passer tellement de choses en termes d'accumulation. En général, tu n'as pas besoin de 2 ans pour faire un burn-out. Donc, il suffit que tu aies une période de 3 mois ultra intensive. Et ça peut être hyper compliqué. Oui, tout à fait. C'est fou. Ok, super. Justement, j'ai une autre question qui m'est venue. Sur cette notion justement d'aide. Moi, il y a un truc, je pense que je t'en avais parlé la dernière fois qu'on avait échangé. J'ai eu une interaction avec quelques psychologues quand j'ai commencé, donc il y a un peu plus d'1 an. Et une des personnes en tout cas qui m'avait marqué, c'était que j'ai eu un échange sur ce qu'est la psychologie et ce qu'est le coaching. Je rebondis dessus parce que tout à l'heure, tu as dit justement, tu hésitais au niveau de l'approche. Déjà, comment ça se fait que tu te sois intéressé au coaching alors que tu es psychologue? Et pourquoi je dis ça, évidemment? Parce que moi, de mon expérience, le rapport entre la psychologie et d'autres approches, si ce n'était pas des approches médecine, n'était pas forcément quelque chose qui avait été accepté chez les psychologues avec qui j'avais discuté, qui, je pense, dans un sens, se sentaient peut-être un peu menacés par rapport à leur manière, leur approche, au niveau des clients, et donc défendaient leur approche en disant non, je pense que la psychologie, c'est plus important ou c'est mieux que autre chose. Et ce qui avait été marrant, moi, l'anecdote que j'ai, c'est que justement une des personnes qui m'avait dit ça a, quelques mois après, lancé une activité parallèle de coaching. Donc, je trouvais que c'était assez marrant parce que pour le coup à l'époque c'était vraiment été assez critique, assez frontale, et elle ne voulait pas trop en entendre parler. Et puis finalement, quelques mois après, elle lance une activité, je pense un peu plus, 1 an après, de coaching dans autre chose. Donc, comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire un lien entre les deux, alors que de base, peut-être que ça ne pourrait pas forcément être quelque chose de simple à faire? Alors, je pense que ça fait partie de ma personnalité, en partie. Tu vois, comme je te disais, l'entrepreneuriat, j'ai toujours été un peu attirée par ça, mais ce côté orienté solution, c'est pas juste on reste là, il y a un problème ou il y a un besoin, mais c'est aller vers une solution. Alors, il y a la psychologie. La psychologie, en soi, c'est comment le psychique des personnes, c'est comment une personne fonctionne. C'est pas de la thérapie, parce que là aussi, on pourrait mettre encore plein de choses à côté de... Il y a la psychologie, il y a le coaching, mais après, il y a la psychothérapie. Donc, la thérapie... Ok, attends, alors on va pas aller trop... On va reclarifier tout, ok. Reclarifions d'abord les termes. Ok. Qu'est-ce qu'on entend de manière hyper commune? Moi, de ce que j'entends, c'est qu'on associe « je vais chez le psy ». C'est pas le psycho... c'est pas le psychologue. Non, si, pardon, je recommence. C'est pas le psychiatre, parce qu'on n'y parle pas forcément, mais quand on dit psy, en fait, on peut penser psychiatre. Psychiatre, c'est vraiment la discipline médicale, le médecin spécialisé en psychologie, donc c'est autre chose, qui traite tout ce qui est maladie mentale. Oui. Ok. Ou des organisations, pas forcément maladie, mais en tout cas... soucis au niveau mental. Tout à fait, et ce sont souvent des personnes psychiatriques ou pas, mais en tout cas des personnes qui ont besoin ou qui sont sous médication. Ok.
Et donc, effectivement, comme tu dis, c'est un médecin au départ qui a fait une spécialisation en psychiatrie. Et donc, il peut prescrire des médicaments, faire des certificats médicaux, etc. Mais toutes les personnes qui ont besoin de médicaments, alors certains vont chez le médecin traitant. Ah oui. C'est un tout autre sujet, mais à la base, normalement, c'est le psychiatre qui est spécialisé là-dedans. Ok, donc ça va. Ensuite, il y a donc psychologue. Oui. Et là, psychologue, qu'est-ce que c'est ? Alors, psychologue, quand on est psychologue, on a fait 5 ans à l'UNIF, et on a étudié que la psychologie. Donc, on n'a pas fait avant médecine ou autre. On a étudié la psychologie humaine, en fait. Et donc, c'est le fonctionnement du cerveau, la psychologie, ou c'est pas aussi, limité au cerveau ? Oui, mais pas limité au cerveau, effectivement. C'est le comportement, c'est Après, il y a des approches, il y a plein d'approches différentes. Il y a la systémique, la psychanalyse, il y a plein de choses, et le cognitif, le biologique aussi, et le cerveau. Mais donc, tous ces aspects-là. Et donc, on comprend. On sort de l'UNIF, on a étudié 5 ans, et on comprend comment fonctionne l'humain. On n'est pas encore capable de faire quelque chose avec en sortant de l'UNIF. Malheureusement, après 5 ans, c'est un peu triste, mais c'est quand même la réalité. Ou pas grand-chose en tout cas. On a fait un stage, mais c'est quand même limité. Et donc c'est là qu'intervient cette notion de thérapie dont tu allais parler. Oui. Qu'est-ce que c'est cette notion de psychothérapie ? Parce que tu as différencié les deux. Tout à fait. Est-ce que tu peux clarifier un peu ça ? Oui, donc la psychothérapie, la thérapie, c'est soigner. Donc ça, c'est quand il y a une souffrance, on fait de la psychothérapie. Jusqu'à il y a peu, en Belgique, le terme de psychothérapeute n'était pas protégé. Donc n'importe qui, comme un peu le terme de coach, qui n'est pas protégé. Je disais toujours, le boucher du coin qui a envie de mettre une plaquette coach, à l'époque, ou une plaquette psychothérapeute, il pouvait. Là, ça fait 2-3 ans, je pense, donc il y a eu une grande discussion. Est-ce qu'on laisse tout un chacun qui suit une formation de thérapie, en thérapie, exercer le métier de psychothérapeute ? Donc en gros, est-ce que le psychothérapeute, c'est un métier en soi, ou est-ce que c'est une action d'un autre métier de base ? Et donc, ça a été voté, c'est cette deuxième option, ce deuxième cas de figure qui a été voté. Donc, ce sont seulement aujourd'hui les nouveaux psychothérapeutes, parce que évidemment, ceux qui font ça depuis 20 ans, on les laisse encore exercer. Il y a ce temps de transition. Mais aujourd'hui, les nouveaux psychothérapeutes, ils sont soit médecins, soit psychologues, soit orthopédagogues. Et ce sont ces 3 métiers-là qui peuvent, après, faire une formation en psychothérapie de 4 ans et qui peuvent, à ce moment-là, une fois qu'ils ont ce diplôme-là, dire qu'ils sont psychothérapeutes. Ok, donc, attends. Donc, si... Là, ça semble assez clair. Maintenant, si je dis, je vais chez le psy, donc j'ai besoin d'un rendez-vous chez un psy, ou je pense dans ma tête, donc psychologue. Oui. Est-ce que cette personne-là a absolument fait ces 4 ans de psychothérapie ? Non. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Non. Mais l'idée, c'est qu'à terme, ce soit le cas. Que chaque psy qu'on aille voir, ce soit quelqu'un qui ait fait une spécialisation de psychothérapie ou pas ? Alors là, c'est un peu un flou, entre guillemets. À terme, donc aujourd'hui, quand tu vas voir un psy, tu n'as pas la garantie que ce soit un psychologue. C'est quelqu'un qui est psychothérapeute. Est-ce qu'il a fait une formation ou pas ? Pour l'instant, on est en phase de transition. Donc, c'est pas mal de vérifier. À terme, quand on dira je vais voir le psy, à voir, ça peut être un psychologue. Le psychologue, il peut exercer en tant que psychologue. Et puis, il y a les psychothérapeutes qui auront à terme d'office ce métier ce diplôme de base plutôt. Le psychologue, à la base, quand on parle là je parlais de la convention par exemple, soutien psychologique de première ligne, 8 à 20 séances, 8 séances, un soutien psychologique, c'est des problèmes légers à modérés, on sort de l'UNIF, on est capable de faire ça. Après, quand on parle d'une psychothérapie, des personnes qui ont subi des traumas, des choses plus complexes, des choses à plus long terme, il vaut mieux quand même que la personne ait fait une formation en psychothérapie. Et cette formation-là, tu peux la faire en même temps que tu exerces ou tu dois vraiment refaire un cursus à part Non, il faut exercer en même temps. Ah oui, c'est ça. Oui,
Généralement, c'est à peu près 2 jours de formation par mois. Ok. Et à côté de ça, tu es obligé d'avoir un minimum de, ça dépend un peu des écoles, mais un minimum, souvent, c'est 5 personnes par semaine que tu vois pour t'exercer. D'accord. Il y a des choses à préparer, à lire, et puis pendant ces formations, c'est très pratique en fait. Ok. Ouais. Ok, c'est plus clair. Merci pour la clarification. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront très contents de la clarification. C'est pas évident. Non. Et c'est pas évident de s'y retrouver. Souvent, Ouais. c'est. Moi, j'ai des personnes qui viennent, même des personnes que je connais et qui, du coup, ne peuvent pas venir chez moi, mais qui viennent vers moi pour comprendre. Parce que là, on parle de psychothérapie, mais même là, alors on va pas rentrer là, ça nous amènerait trop loin. Mais il y a plein de sortes de psychothérapie aussi. Et donc, oui, c'est très compliqué de s'y retrouver. Psychiatre, psychologue, psychothérapeute. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est important, justement, cette notion de clarification parce que quelqu'un qui va vouloir demander de l'aide, c'est forcément beaucoup plus facile pour cette personne si elle sait vers quoi aller. Tout à fait. Et plus il y a d'options qui ne sont pas forcément très bien définies, plus ça va mettre encore une barrière à l'entrée pour finalement aller demander de l'aide de manière concrète. Oui. Donc je trouve que c'est important en tout cas de se battre pour que ce soit beaucoup plus clair. Oui, c'est clair. Et plus vulgarisé, je pense. Oui. Sachant que c'est déjà un sujet tabou. Ok, donc là, si on revient donc à ma fameuse question, toi, tu es hyper intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat. Oui. Donc, pour toi, le coaching, c'était logique, c'est un peu ça que tu voulais dire, d'y réfléchir ou Oui, alors, c'est pas... comment dire ? C'est pas parce que j'accompagne des entrepreneurs que je me suis intéressée au coaching. Ok. Ça a toujours été... Alors, j'ai suivi pas mal de formations, dont des formations en coaching, dont des formations en PNL, tu vois, des choses plus coaching. Et j'ai suivi aussi des formations plus en thérapie. Mais même la formation... j'ai presque terminé ma formation de 4 ans, j'ai encore 1 an à faire. En thérapie, et celle que moi j'ai choisie, c'est la thérapie brève orientée solution. Donc c'est déjà quelque chose un petit peu entre la thérapie et le coaching, parce que ça m'intéresse, parce que c'est l'approche qui m'intéresse. Maintenant, quelle est... je me doutais que tu allais... Parce qu'effectivement, on en a parlé, donc je me doutais que tu allais me poser cette question. Donc ce week-end, j'ai réfléchi un peu, je me dis, mais... Enfin, je me suis posé la question, j'ai failli regarder, tiens, c'est quoi exactement le coaching, c'est quoi exactement la psychologie, mais... Je pense que, et je ne l'ai pas fait, consciemment, parce que je pense qu'il y a plein de définitions différentes. Qu'est-ce que le coaching ? Qu'est-ce que n'est pas le coaching ? Qu'est-ce que la thérapie ? Ou qu'est-ce que ça n'est pas ? Je pense qu'il y a certains aspects qui se rejoignent et tu pourrais regarder ça sur un axe où... Il y a certaines personnes qui disent le coaching, c'est on regarde vers le futur et la thérapie, c'est on regarde vers le passé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Déjà, la thérapie brève orientée solution, on ne regarde pas vers le passé. On regarde, oui, une fois de temps en temps, voir quelles ont été les exceptions pour voir quelles sont tes ressources que tu as déjà utilisées, que tu pourrais réutiliser maintenant. Là, oui. Mais vraiment aller voir pourquoi est-ce qu'un problème existe. On ne fait pas. Et c'est de la thérapie aussi. Donc, c'est un peu trop réducteur que de dire vers l'avenir, vers le passé. Je pense que le coaching, c'est plus... on se met un objectif très clair. Et puis, quand il y a réellement de la souffrance ou des choses qui coincent, je pense que là, c'est les limites du coaching. Et on passe plus dans de la thérapie. Mais comme je dis... Thérapie brève orientée solution, une des premières choses qu'on fait, c'est voir vers où la personne veut aller. C'est un objectif aussi, et on travaille vers ça. Quelle est la différence parfois entre un soutien psychologique et du life coaching ? Je pense que parfois, ça ressemble exactement à la même chose. Donc, j'ai pas de réponse hyper carrée. Dans ma tête, c'est pas hyper carré comme ça. Je pense qu'il y a réellement des moments où ça se chevauche, où c'est un peu pareil. Et puis, il y a des choses où c'est très, très différent. Quelqu'un qui veut... je sais pas moi, qui a peur de parler en public et qui bientôt a une présentation à faire devant un grand groupe, il va plutôt s'adresser à un coach. Il pourrait s'adresser aussi à un psychologue, mais il va plutôt s'adresser à un coach. Là où quelqu'un qui est plus en souffrance et qui a des angoisses et
des incertitudes, du stress par rapport à certaines choses, il va peut-être s'orienter plus vers un psy. Enfin voilà, ça dépend aussi de la problématique. Est-ce que c'est très profond ou est-ce que c'est plutôt léger? On parlait de stress tout à l'heure. Si c'est j'arrive pas très bien à gérer mon quotidien et ça me génère du stress, un coach peut faire ça, un psy peut faire ça. Si c'est quelque chose de plus ancré, quelque chose qui est plus dans mon fonctionnement, qu'il faut aller un peu plus creuser qu'est-ce qui joue ici, peut-être que c'est un peu plus un psy, mais là aussi, les limites sont floues, je pense. C'est récent, ça, la spécialisation là que tu as choisie, thérapie brève, voilà, orientée solution, c'est nouveau Non. C'est pas nouveau. Non. Ça fait... Et dans la communauté des psychologues, c'est aussi hyper connu? C'est pas la plus connue. Alors déjà, il y a une grosse différence. Donc moi, j'ai fait toutes mes études en néerlandais. Donc tout ce qui est néerlandophone est beaucoup plus influencé par le monde anglo-saxon. Là où j'ai travaillé aussi dans des contextes plutôt néerlandophones ou des contextes plutôt francophones. Et je vois vraiment la différence. J'ai eu des collègues psy francophones et néerlandophones. Et je vois les influences. Donc le francophone, c'est plus influencé par tout ce qui est psychoanalytique, Freud, etc. Donc là, déjà, on voit des différences. Mais donc, le côté anglo-saxon, c'est plus connu parce qu'eux sont plus comportementalistes et voilà, plus... Je veux dire carré, c'est pas le terme, hein, c'est pas le bon terme, mais tu vois l'idée. Et le côté francophone, c'est plus la psychoanalyse et la thérapie systémique. Donc, tu vois, il y a d'autres influences. Qu'est-ce que c'est connu? C'est pas ce qui est le plus courant, mais oui, c'est un des courants. Moi, je dis ça parce que justement, moi, quand je repense aux personnes avec qui j'ai échangé, elles étaient très dans ce cliché-là de, en gros, la psy dans la globalité, c'est plus important. Et parce qu'on va plus loin, parce qu'on va plus en profondeur, parce qu'en effet, on retourne vraiment dans le passé, on va essayer de... Ils étaient plus dans cette idée-là et moins dans l'idée de solution oriented, parce que pour elles, en fait, c'était pas si simple. Tu pouvais pas juste arriver, dire j'ai un objectif et hop, on va trouver une solution. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'elles aussi, elles sont au courant? Parce que toi, tu me donnes un discours finalement où coaching et psychothérapie ou coaching et psy, on est un peu amis et complémentaires. Complémentaires. Ce que moi, je pensais de base. Tout à fait. Et ça parce que tu l'as dit tout à l'heure aussi, la psychologie est mieux que le coaching. Je pense que c'est différent. Et je pense que ça peut être complémentaire. Je crois aussi très fort au fait que... il y a des moments aussi, il y a des personnes qui sont prêtes à travailler sur leur comportement. Et oui, ce sera peut-être le sommet de l'iceberg. Et peut-être qu'il y a d'autres choses plus profondes. Mais parfois, faire un coaching sur quelque chose, ça permet de changer son comportement. Et peut-être que les choses plus profondes, peut-être qu'il y a des choses plus profondes et peut-être que celles-là ne sont pas traitées. Mais d'une part, je pense qu'en changeant son comportement, ça peut déjà faire ne serait-ce que bouger des choses plus profondes. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que parfois, on a besoin d'un truc, d'un quick fix, entre guillemets, d'un truc rapide aujourd'hui, et qu'on n'est pas prêt à aller voir plus en profondeur parce qu'il n'y a pas l'espace dans sa vie, parce qu'il y a d'autres problèmes, il y a d'autres choses, ou juste qu'on n'a pas envie. C'est le droit de tout un chacun de ne pas travailler aux choses plus profondes si elles n'en ont pas envie. Et donc, peut-être que... Mais ça veut dire aussi que peut-être par la suite, ça va revenir. Et c'est OK, tant que la personne le sait. À partir du moment... Moi, ce que je trouve très important aussi, c'est d'être clair. C'est que la personne sait que ce sera... qu'elle va travailler au niveau de son comportement, par exemple, et que si à côté de ça, il y a des choses plus profondes à travailler, que ce ne sera pas travaillé. Parce que si elle espère que tout soit résolu, même les choses plus profondes, en travaillant juste son comportement, et là, quand je dis juste son comportement, c'est un peu réducteur, hein, mais on se comprend. S'il y a ces attentes-là, ces espérances-là, et que la personne réellement pense que tout va être résolu en 5 séances de coaching, peut-être pas. À partir du moment où la personne est au courant et que c'est OK pour elle et que ça lui suffit et que c'est ce qu'elle recherche aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est ça.
Donc ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Moi, je résume ça comme ça. Je trouve que première chose, c'est déjà que l'accompagnant, et je pense que ça, c'est quand même fortement le rôle de la personne qui accompagne. Cette personne-là doit être très, très claire sur ce qu'elle va apporter Oui. à la personne Oui. qu'elle veut accompagner et être honnête par rapport en fait aux potentielles limites qu'elle a aussi. Moi, par exemple, c'est ce que je fais clairement en coaching. Et j'ai eu des cas justement où, en fait, non, là, on va pas pouvoir travailler ce changement comportemental et ce côté transformationnel parce que clairement, il y a des choses qu'il faut travailler différemment, il y a d'autres Oui. approches, Oui. et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à rediriger. Je pense que la première chose, c'est vraiment clarifier ça avec la personne que tu accompagnes. Et la deuxième chose, c'est comprendre que finalement, il n'y a pas forcément de... Enfin, on n'est pas dans le cliché de faut faire de la psy avant, et quand tout est réglé, on peut faire du coaching, parce Non. que le coaching, le cliché du coaching, c'est on va mettre un objectif, on va mettre un plan d'action, et on va avancer. En fait, pour moi, on peut aller dans tous les sens, Oui. juste en fonction du timing et de ce qu'on a envie de faire. Si ça c'est clair, en fait, voilà, on peut le gérer comme ça. Exactement, et surtout en fonction de ce que la personne veut à ce moment-là. Ouais. Je vois chez beaucoup de collègues psychologues se mettre un peu, qui se mettent un peu en position d'expert. Et la personne vient, expose son problème, et puis hop, on commence. Et c'est souvent de la thérapie par la parole. Et on commence à travailler certaines choses. Mais ce qui n'a pas été clarifié, c'est qu'est-ce que j'ai envie de travailler là-dedans ? Parce qu'en tant que psychologue, évidemment qu'on a une certaine... Alors, on est expert de certaines choses, c'est-à-dire qu'on connaît, on a étudié, heureusement, on a étudié 5 ans, on ne sait pas faire grand-chose, mais on connaît quand même beaucoup de choses. Pour les vrais psychologues, attention, pour les certifiés. Oui, c'est ça. On connaît quand même certaines choses, donc évidemment qu'on voit un peu ce qui se passe et ce qui se joue, et probablement ce qui est... Enfin, tu vois, c'est des couches, hein. Il y a différentes couches, et donc on voit assez rapidement, ou en tout cas on a certaines hypothèses de ce qui se joue, évidemment. C'est pas pour autant que la personne, et nous on se dit peut-être le mieux c'est d'aller d'abord à la racine, et puis après tout le reste, peut-être, mais peut-être que la personne aujourd'hui c'est pas ce qu'elle a envie de faire. Et donc je vois beaucoup de psy sauter cette étape-là. Et ici dans l'approche dans laquelle moi je me forme, c'est la base, en fait, c'est de clarifier vers où tu as envie d'aller. Et déjà, ça, c'est la moitié du travail. Parce que très souvent, les personnes sont dans leurs problèmes, et même pour eux, souvent, c'est pas clair vers où ils ont envie d'aller. C'est j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ça. Ok, mais tu as envie d'aller vers quoi ? Ouais. C'est une bonne question, je sais pas. Et ça, déjà, ça aide, parce que quand tu as une vision là-dessus, tu as une direction, et consciemment ou inconsciemment, tu fais des pas vers ce truc-là. Et donc, pour revenir à certains collègues psychologues, ils sautent cette étape-là. Et donc, du coup, tu te retrouves dans des accompagnements où parfois ça coince un peu, où tu as, je sais pas moi, quelqu'un qui vient et qui parle de ses problèmes de couple, et il y a du mal à communiquer, elle n'ose pas s'affirmer, et donc peut-être que le psychologue va se dire ok, c'est un manque de confiance en soi, on va travailler là-dessus. Peut-être que dans la tête de la personne qui est accompagnée, elle veut travailler sur ses aptitudes en communication. Ses techniques de communication, c'est ça que j'allais dire. Et en fait, si ça n'a pas été clarifié au départ, ça coince. L'idée, c'est toujours de suivre la personne qui vient et qui est accompagnée. Et peut-être que la communication, ok, c'est le sommet, ça pourrait être fait par un coach d'ailleurs aussi, hein, comment mieux communiquer. Et c'est parfois en faisant ça qu'on prend confiance, qu'on se dit, en fait parfois c'est un peu compliqué, mais j'y arrive quand même. Je prends un peu confiance. Maintenant, je suis prête à aller une couche en dessous, quoi, et aller creuser un petit peu. Donc, effectivement, ça peut tout à fait être là. Mais pour moi, le point central, c'est d'aller voir quel est l'objectif, quelles sont les attentes de la personne accompagnée, quoi. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt, justement, de certains, par exemple, à certains psys, est-ce que c'est dans leur intérêt, justement, de poser cette question ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que justement, que la personne ne soit pas, au niveau de ce moment-là précis, prête pour travailler avec moi, par exemple, en tant que psy, et que donc elle aille chez quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là de perte, en fait, d'un client potentiel si je pose la vraie question, les vraies problématiques, et je me rends compte que finalement, c'est pas maintenant et que je peux pas travailler avec. Si on ne clarifie pas les attentes et l'objectif, tu veux dire ? Non, je veux dire, excuse-moi, je reclarifie. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas derrière une volonté de ne pas perdre quelqu'un, et donc
justement, je pose pas cette question, comme ça, en fait, cette personne-là, elle est là, je l'accompagne, en fait. Elle reste plus longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas une peur liée à ça aussi qui justifierait ce côté-là? Je pense que les psychologues, alors, s'il y a des psychologues qui ont ça en tête, je pense que ce sont de mauvais psychologues. Vraiment. Parce que, toujours, on travaille vers l'autonomie de la personne. Pour moi, c'est l'autonomie de la personne. C'est quel est l'objectif de la personne et on travaille vers ça. Je crois aussi très fort et je dis ça à toutes les personnes que j'accompagne, je crois très fort dans le fait de faire un bout de chemin ensemble, puis d'arrêter. Et puis peut-être 1 an, 2 ans après, moi j'ai plein de personnes comme ça qui reviennent après pour autre chose, où ils sont un peu plus loin dans leur processus. Je crois aussi très fort au fait que parfois les personnes ont besoin de moments sans accompagnement et qu'ils puissent expérimenter ce qu'ils ont intégré et expérimenter eux-mêmes tout seuls, prendre confiance dans leurs compétences. Et peut-être qu'à un moment, ils vont cheminer tout seuls. Et puis à un moment, ils vont coincer de nouveau. Parce qu'il y a des moments où on a des angles... Déjà, ne serait-ce que les angles morts, on ne se rend pas compte de tout. Sûr. Et on a besoin de cet effet miroir, d'un accompagnement externe. OK, mais pas tout le temps, pas toute la vie. Moi, j'ai toujours... Est-ce qu'on pourrait être en thérapie toute sa vie? Oui, mais je suis biaisée, je suis psychologue, j'adore ça, je trouve ça hyper intéressant. On peut travailler sur soi toute sa vie et ça n'a pas de fin. Est-ce qu'on en retire quelque chose? Oui, moi, je suis persuadée de ça. Si je pouvais, moi, aller en thérapie toute ma vie, je le ferais. Je trouve ça génial de travailler sur soi. Mais encore une fois, je suis biaisée, c'est mon métier, j'aime faire ça. Donc, est-ce que ça peut être utile? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Non, pas du tout. On fait un bout de chemin ensemble, puis on arrête, la personne expérimente, et puis, si elle a besoin, elle arrive à un autre point, autre chose, ou quelque chose, ou une couche plus profonde, et on reprend l'accompagnement. Si c'est avoir peur de ne pas avoir, de ne plus avoir les clients potentiels, oui. Ouais, pour moi c'est pas une raison. Enfin, c'est pas éthique, quoi. Ouais, mais justement, en fait, il y a une grosse idée reçue. Moi qui ne suis pas psychologue, je peux te le dire. Il y a une grosse idée reçue quand même de ce que j'ai beaucoup entendu sur cette peur-là de nous qui ne sommes pas en psy, de se dire. Ouais, mais en fait, le psy, je sais très bien que quand il va, c'est parti pour je ne sais pas combien d'années, qu'en gros, soi-disant, le psy s'accaparerait la personne qui viendrait parce qu'en effet, on peut faire traîner un peu en longueur certaines problématiques. Et il y a des gens qui en auront besoin et ça ne dérange pas. Et puis, il y a d'autres personnes qui aussi ont un frein à l'entrée en se disant, oui, mais si c'est pour repartir si c'est pour partir sur quelque chose d'ultra long, de ce côté-là, en fait, je préfère ne pas y aller. Il y a cette idée reçue-là qui est fortement véhiculée quand même. C'est ça. Alors, il y a différentes... Pour moi, il y a 2 cas de figure. C'est soit ce que tu décris, le psy qui a peur de perdre son client et qui va faire traîner en longueur. Pour moi, ça, c'est pas un bon psy. Soyons clairs. On vous voit. C'est ça. Après, il y a aussi le fait que quand tu vas chez un psy, généralement, c'est pas réglé en 3 sessions. Tout à fait. Et donc, parfois, c'est les personnes qui commencent un travail, et puis on va clarifier certaines choses. Et oui, ça prend parfois du temps. Pas parce que le psy veut faire traîner en longueur, mais aussi parce qu'en fait, on est en train de changer et que c'est pas parce qu'on décide de changer que c'est fait, que ça y est. Ce serait trop facile. Après, ça, c'est le mal de la société actuelle. On veut tout de suite. C'est ça. Voilà, on pense que tout est réglé en 2 secondes et on veut tout de suite. Ouais. Je pense que ça, il y a un travail d'éducation à faire aussi de la personne qui accompagne, de clarifier dès le début aussi. Voilà, on est en train de faire un travail, on va avancer, etc. Je vais... Vas-y. Attends. C'est bon. Yes, on est bon. Ok. Super intéressant en tout cas ce que tu dis là par rapport à... Je pense que ça aide quand même pas mal de gens de comprendre un peu mieux déjà les différentes possibilités et le lien entre les différentes approches aussi. Oui. Qu'il y a du lien et que souvent justement... à partir du moment où on décide de vouloir travailler sur soi, on doit être assez ouvert que pour se dire qu'il y a plusieurs approches et que à un moment précis, c'est peut-être cette approche-là qu'il me faut et puis à un autre moment, c'est peut-être celle-ci. Mais moi, je dis toujours aux gens, en vrai, oui, comme tu dis, si on pouvait se faire accompagner tout le temps,
c'est la meilleure chose à faire. Il y a toujours moyen de chercher plus, de comprendre plus, de développer son potentiel. Clairement. Parce que, on arrive à l'âge adulte avec un gros bagage hérité de plein de choses, l'éducation, les parents, etc. Et si on veut avancer par la suite, il faut aussi comprendre le bagage qu'on a et voir ce qu'on peut faire avec, quoi. Oui, c'est clair. C'est pas évident, c'est pas du tout évident. Oui, et pour revenir à l'entrepreneuriat, du coup, je pense que, et je vois ça chez plein de personnes, l'entrepreneuriat te confronte à ça, à tes croyances, aux limites que tu te mets toi-même. Et à un moment, tu es obligé d'y faire face et de t'y confronter. Enfin, oui, le contexte t'oblige à t'y confronter, et soit tu n'en fais rien et tu restes bloqué, soit tu travailles ça et tu avances, quoi. Quand tu suggérerais à tout le monde de devenir entrepreneur? De devenir entrepreneur? Pas pour ces raisons-là. Je pense que si tu n'as pas un peu une flamme, un truc qui fait que tu aimes l'entrepreneuriat et ou ce que tu fais, c'est chaud. Parce qu'il y a des moyens plus simples de travailler sur soi. Oui. Oui, non, donc... Ok. Derrière cette notion de tabou, évidemment, il y avait le côté gestion émotionnelle. On a un peu survolé cette notion d'émotion, mais finalement, derrière tout ce travail en fait, de soi-même, pour soi-même, il y a les émotions, en tout cas, ont un rôle qui est hyper important. C'est quoi, toi, les cas... Est-ce que tu as un exemple de cas marquant? Évidemment, tu as le secret professionnel, donc tu ne peux pas me dire tout en détail, mais est-ce que tu as un exemple vraiment marquant de gestion émotionnelle difficile qui pourrait inspirer les personnes qui nous écoutent? Marquant en plus. Marquant, ouais. Qui t'a un truc qui t'a marqué, où tu te dis, évidemment avec un happy end, parce que on veut montrer que c'est aussi possible, mais je veux dire, je pense que c'est important de montrer que, déjà comme tu disais, pour les entrepreneurs, c'est intéressant que des gens en parlent, parce que ça existe, montrer que ça existe en fait, et que c'est pas, non, ça n'existe pas. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de montrer que ce qui va bien, parce que en fait, ça invalide ce que tu ressens quand ça va pas bien, et tu dis mais en fait c'est moi qui suis pas normal, je dois pas ressentir ça, et donc ça perpétue en fait le tabou et les traumas qui après en découlent. Donc déjà c'est une très bonne chose, et je pense que pour les gens qui sont pas forcément entrepreneurs, c'est la même chose. Il faut qu'ils aient des exemples aussi de situations où oui, tout à fait. Alors il y a 2-3 choses qui me viennent là d'exemples. Enfin, gestion émotionnelle. Alors, il y a différentes choses, mais j'ai quelques personnes qui sont en burn-out. Entrepreneur ou pas entrepreneur, c'est un peu le mal du siècle, du moment, là. Mais sinon, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est quelque chose que je vois souvent, j'ai des émotions, quelles qu'elles soient, par rapport à quelque chose, et je me sens mal parce que j'ai ces émotions. Et je dis souvent, ça vient en rajouter une couche, en fait. Tu viens te mettre de la pression de ne pas sentir ce que tu es en train de sentir. Donc, en fait, ça fait qu'empirer le truc. Et même en séance, la base de la gestion émotionnelle, c'est déjà d'accepter l'émotion, de l'écouter, parce que l'émotion, elle est là pour venir t'enseigner quelque chose, t'apporter un message, et elle te dit quelque chose sur toi, parce que 2 personnes dans la même situation ne vont pas avoir forcément la même réaction émotionnelle. Pourquoi ? Parce que ça vient toucher des choses différentes. Donc, si tu comprends pourquoi toi, tu es en colère et un autre serait déçu, ou un autre en aurait juste rien à faire, ce serait neutre au niveau émotionnel, c'est parce que ça vient toucher des choses chez soi. Donc, déjà, comprendre ça. Et puis, enlever cette couche-là, c'est normaliser le truc. Et ça, encore cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit le fait que... donc, je ne partage pas, évidemment, je suis soumise au secret professionnel, et donc évidemment, je ne partage pas les histoires des autres, mais par contre, parfois, ça m'arrive de dire, je vois plein d'entrepreneurs qui sont dans cette situation-là, ou de dire, en fait,
Moi, j'en vois des entrepreneurs pour qui c'est compliqué et ça ne se voit pas de l'extérieur, ce n'est pas ce qu'ils montrent. Ça apaise un petit peu, c'est de normaliser, enfin pour la personne en tout cas, c'est d'entendre « Ah ok, je ne suis pas toute seule. Ah ok, c'est normal ce que je suis en train de vivre » et donc d'enlever cette couche supplémentaire. Et je te disais, cette semaine encore, il y a quelqu'un qui me disait ça, qui dit le fait que toi, tu accompagnes d'autres entrepreneurs et que tu me dises ça, ça me rassure. Ça me rassure et ça me permet d'enlever ce truc-là et de gérer que l'émotion, pas en plus la pression qu'on se met à ne pas ressentir ça. Et sinon, oui, une autre personne à qui je pense, en parlant de gestion des émotions, quelqu'un, par exemple, qui était pas mal de stress et d'inquiétude, alors je ne sais pas exactement quel terme utiliser, mais parce qu'elle était perdue, elle savait pas, elle s'était perdue en chemin et elle était arrivée à un point où en fait elle s'y retrouvait plus mais elle savait pas, donc il fallait réajuster certaines choses, prendre des décisions. C'est très compliqué quand on est dans la situation, qu'on a le nez dedans et qu'il faut prendre des décisions, prendre le recul suffisant et prendre la bonne décision. Je mets des guillemets parce que je dis toujours, ça n'existe pas la bonne solution. C'est la solution qui me correspond à un moment donné. Donc, ce qui implique, qui me correspond, donc c'est de nouveau, j'en reviens à la connaissance de soi, c'est se connaître suffisamment bien à un moment donné, parce qu'il y a aussi le facteur temps. C'est pas parce que quelque chose, parfois après coup, on se dit « Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait autre chose. » Ok, mais à ce moment-là, tu savais pas. Et puis, tu sais pas non plus l'autre option, ce que ça aurait donné. Aujourd'hui, ça aurait peut-être... T'imagines que ça aurait donné autre chose, mais en fait, t'en sais rien. Et donc, c'est faire ce travail-là de prendre du recul. D'abord, qui est-ce que je suis ? C'est un travail compliqué pour les entrepreneurs, hein, parce que surtout quand ils sont en moment de doute. Ce qu'ils ont tendance à faire, moi, ce que j'ai pu observer, c'est « Ah si j'ai besoin de ça, alors je vais faire ça. » Directement, hop, solution. Alors que l'idée, c'est de d'abord avoir une vue d'ensemble, comprendre les tenants, les aboutissants, qui je suis, dans quelle phase de ma vie est-ce que je suis, éventuellement la famille, des choses comme ça, pour après, avec tous les éléments, prendre une décision. Donc l'idée, c'est aussi d'aller un peu freiner ce côté, directement trouver une solution, qui est fort présente chez les entrepreneurs, qui est une qualité, mais dans ce cas-là, qui nous joue des tours. Et puis pouvoir se poser et imaginer, parce que souvent, quand on cherche des solutions et qu'on est dans des moments de doute comme ça, avec le stress en plus, on a tendance à voir les choses en noir ou blanc. C'est j'arrête ou je continue. Alors qu'en fait, il y a 10 000 options entre. Et le fait de d'abord se connaître et d'avoir tous ces éléments-là permet après d'aller voir, OK, je pourrais faire comme ça, et d'aller nuancer un petit peu, d'aller trouver une solution qui correspond au mieux, parce que pas parfaitement, ça n'existe pas non plus, mais au mieux à qui on est, quoi. Et ça, par exemple, si tu me demandes un exemple, j'ai une personne en tête que j'ai accompagnée, on a fait 6 séances, je pense, ensemble, on a fait ce travail-là, et à la fin, elle était au clair avec ce qu'elle voulait, et surtout, elle savait pourquoi elle avait pris cette décision-là, ce qui permet aussi plus tard, même si plus tard, c'est pas top, où on se dit, finalement, je vais plutôt choisir autre chose, je sais pourquoi j'ai pris cette décision-là à un moment donné. C'était ce qui me correspondait à ce moment-là, et c'est OK, j'ai expérimenté, puis après, peut-être que je choisirai autre chose, mais le fait de savoir pourquoi on prend une décision, on le fait de manière consciente, quoi. Je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. Merci pour le partage. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Je dis toujours aux gens, une prise de décision, c'est aussi rationnel que émotionnel. Oui. T'en penses quoi de ça ? Oui. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu entends par là quand tu le dis. Je vais m'expliquer après, mais je vais avoir ton avis. Oui, je pense qu'il y a des choses... alors, ça dépend quel type de décision, évidemment, mais rationnellement, on peut réfléchir, tu sais, les pour, les contre, quels sont les critères,
pour choisir plutôt une chose ou plutôt l'autre chose. Après, il faut le sentir, enfin, il faut aussi le ressentir. Et l'émotionnel peut aussi faire partie des éléments qu'on met dans la balance. Pour moi, ce qui est important, je parlais de joie un moment au début aujourd'hui. La joie, ce qui apporte de la joie, ce qui m'apporte du bien-être au quotidien, c'est important aussi. Donc, c'est pas, c'est une boussole pour moi aussi, les émotions. Donc oui, c'est toujours les deux. Et puis après, il y a aussi la partie, je prends une décision, je m'imagine prendre une décision et je ressens. C'est parfois quelque chose que je dis aux personnes, parce qu'on peut rationnellement se dire, OK, il y a tel et tel critère qui fait que, tel et tel critère qui fait que, mais il faut le sentir aussi, le sentir, vraiment ressentir, OK, je vais là, qu'est-ce que ça génère? Est-ce que ça génère de la joie, j'ai envie, ou est-ce que ça génère plutôt de l'anxiété? Est-ce que ça fait partie de ce processus de prise de décision, quoi? Je sais pas si ça correspond c'est vrai, merci. Non, j'aime bien parce que pourquoi j'ai commencé à dire ça? Parce que j'avais beaucoup trop de gens qui me disaient prends ta décision de manière rationnelle. Il faut prendre sa décision de manière rationnelle. Okay. C'est pas bien de prendre sa décision avec les émotions, etc. Oui. Et je voyais où ils voulaient en venir, mais ce qu'ils oubliaient pour beaucoup, c'était que finalement, on est des individus émotionnels. On a des domaines de vie pour lesquels en fait on met nos ressources, donc notre énergie, notre temps, notre argent. Ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être le travail. On dépense tout ce qu'on a finalement dans des domaines de vie qui nous plaisent. Et donc ces domaines de vie-là, ils représentent un peu notre alignement. Oui. L'alignement, c'est vraiment ce pourquoi on fait les choses en fait. Et dès qu'on s'éloigne un peu de ce qu'on a à l'intérieur de nous, on le sent d'une manière ou d'une autre. Tu disais tout à l'heure, l'émotion nous envoie un signe, c'est exactement ça, ça nous envoie une information. Donc quand on fait quelque chose avec lequel on n'est pas aligné, on ressent quelque chose, on a une émotion, après c'est à nous d'y prêter attention ou pas, mais en tout cas, notre corps nous dit quelque chose. Oui. Et forcément, dans la prise de décision, on peut toujours trouver des moyens rationnels de prendre la décision. Moi, je dis toujours, en fait, on trouve des justifications rationnelles à un phénomène qui est émotionnel. C'est comme ça que je le pense, en fait. Et donc, en gros, oui, je peux faire le pour et le contre, je peux trouver tous les éléments parfaits rationnellement, statistiquement plus probables, etc. Mais finalement, si je ne mets pas cet amas de données en lien avec ce que je ressens, de une, ça n'a pas de sens. Et de deux, surtout, je m'associe en fait au résultat de ma prise de décision rationnelle. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire, notamment avec les entrepreneurs, c'est que si on s'associe à nos résultats, en fait, on perd une partie de notre... En fait, on se trompe sur notre identité. On pense que, pour les entrepreneurs, par exemple, que notre identité, c'est ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur. Alors qu'en fait, non, on est une personne qui a décidé de produire quelque chose. Et donc, c'est deux choses tout à fait différentes. Et donc, je pense qu'il ne faut pas associer le côté rationnel, stratégique, obtention de résultats potentiels, parce que sinon, on tombe dans cette dangerosité-là de... on oublie que on est des gens émotionnels et qu'il faut répondre à nos besoins émotionnels. En fait. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Oui, et ce que tu me dis là, ça rejoint un peu il n'y a pas une bonne décision. Je pense que si on prend une décision que rationnelle, c'est ça qu'on cherche. C'est la bonne décision. Alors que c'est la bonne décision pour moi. Et pour savoir si elle est bonne pour moi, ça rejoint, comme tu dis, l'émotionnel, l'alignement, qui je suis. Et pas tant quelque chose une décision qui universellement, pour n'importe qui, serait la bonne décision. Ça n'existe pas, c'est pour moi. Et donc là, effectivement, l'émotionnel peut donner ces informations-là. Est-ce que moi, ça me correspond? Oui, tout à fait. J'ai eu un cas comme ça, en fait. Je trouve que c'est très important parce qu'on oublie qu'il y a des conséquences après la prise de décision. Souvent, on pense qu'on prend la décision et OK, on envisage un peu les conséquences qui justifient peut-être la peur, etc., certaines émotions, mais on ne se rend pas compte qu'il y a vraiment un après et que ensuite, il faut qu'on soit aligné avec la décision qu'on a prise. Oui. Et j'ai eu, justement, une personne avec qui j'avais beaucoup échangé, on avait beaucoup travaillé ça.
C'était une personne qui prenait justement, qui devait prendre des décisions parce qu'elle était CEO. Et le problème, c'est qu'elle n'était jamais alignée avec sa prise de décision après. Qu'elle ait raison ou pas raison. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que des fois, elle avait raison et elle se sentait comme pas alignée, pas bien. Et quand elle n'avait pas raison, évidemment, elle ne se sentait pas bien non plus. Et donc, il y avait tout ce côté-là de travail par rapport à l'amont, à savoir finalement, quand tu prends ta décision, qu'est-ce qui se passe, comment tu prends ta décision. Et en travaillant tout cet aspect-là de reconnexion, d'acceptation qui est une part rationnelle, mais de reconnexion finalement au timing, à ce moment précis et à ce que je ressens, en fait, on s'est rendu compte que tout coulait. En fait. Oui. Et que c'était bien un processus, c'était indissociable en fait, les deux. Quoi. Oui. Donc il y a vraiment des cas où on ne se rend pas compte que c'est parce qu'on a pris une certaine décision qu'on ressent aussi un certain type d'émotionnel par la suite qui peut s'accumuler avec l'accumulation des prises de décision. Oui. Et puis parfois on se dit, je ne comprends pas en ce moment, je ressens ça. Alors que c'est peut-être une accumulation de plein de petites prises de décision qui nous désalignent à chaque fois. Oui. Donc je trouve que c'est hyper lié pour moi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais comme je disais, moi, je le vois vraiment comme la connaissance de soi, quoi. C'est, encore une fois, si toi, tu as telle émotion, c'est parce que tu es qui tu es. Moi, j'aurais une autre émotion ou parce que ça vient toucher d'autres choses. Donc, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je pense, c'est aussi savoir pourquoi je prends une décision, du coup, savoir pourquoi j'ai cette émotion-là. Et oui, on est une personne, on n'est pas des machines qui prenons des décisions selon certains critères, selon un certain algorithme. Attention, tu touches un sujet un peu sensible en ce moment. Hein. Non, on va pas citer l'IA, mais... Ne nous aventurons pas... dans l'IA. Non. Ok, super intéressant. J'ai une autre question. Comment est-ce que tu gères ton stress ? Comment Parce est-ce qu'on que parle je des gère autres, mais toi, en tant que Julie, la psychologue, formatrice, potentielle coach et autres casquettes, comment est-ce que je gère mon stress ? J'essaye de prévoir du temps off, ce qui, en tant qu'entrepreneur et maman, et etc., avec les nombreuses casquettes, mais pas que pro, est parfois compliqué. Mais pour l'instant, je travaille 4 jours semaine, en moyenne. J'essaye de me tenir à ça pour avoir un moment off aussi. À côté de ça, pour moi, et je pense que c'est individuel à chaque personne aussi, c'est qu'est-ce qui va marcher pour les personnes. C'est certains moments, vraiment certains moments off. Et ça me fait penser à quelque chose que je dis souvent, c'est ces moments de récupération. Parce que souvent, on a tendance à dire « Ah ben, t'es stressé, fais un cours de yoga, fais de la méditation, fais ci ». Et c'est encore faire. Alors que souvent, le stress, dans ce que j'observe dans le quotidien et dans les personnes que j'accompagne, mais pas que, autour de moi, les personnes on vit trop vite, on veut trop remplir. Ralentir. Et c'est juste entre guillemets, parce que c'est compliqué quand toute la société fonctionne comme ça, de toi ralentir. Et moi-même, je ralentis et puis je me rends compte que c'est de nouveau trop rempli et puis je ralentis. Mais c'est un processus. Je pense que tout le monde est à son cheminement là-dedans. Mais pour moi, c'est vraiment quand tu as trop, en fait, venir te mettre du stress, parce que souvent, ça rajoute du stress, d'intégrer dans ton agenda des moments de sport ou de méditation ou autre, en fait, c'est de faire moins. Faire de la méditation en plus, alors que en fait, tu as juste trop dans ta journée, c'est pas la solution. La solution, c'est d'éliminer. Aussi, je dis pas que la méditation est pas bonne. Si ça fonctionne pour certaines personnes, très bien. Et pour moi, ça, c'est une grosse partie de la gestion du stress. C'est cette notion de récupération. Parce que j'aime bien utiliser le terme récupération. Beaucoup de personnes, quand elles ne font rien, parce qu'il faut prester, il faut produire, elles ont l'impression de ne rien faire. Ouais, tout à fait. et ne rien faire, c'est souvent anxiogène, tu vois. Je suis là, je sers à rien, Exactement. Je suis inutile, je fais rien. Mais non, c'est de le voir, plutôt que de le voir comme l'absence de quelque chose, c'est le voir comme la présence de quelque chose, la présence de récupération. Je suis en train de récupérer. Les sportifs de haut niveau ne s'entraînent pas tous les jours.
avant le match, il y a un temps de récupération. Les bodybuilders qui veulent développer des muscles, ils savent très bien que le muscle a besoin de récupérer avant de pouvoir réentraîner le même muscle. Et c'est même tout aussi important que la performance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas récupération, en fait, il n'y a pas performance. Donc, Exactement. Exactement. Et donc ça, c'est aussi bien, je dis, moi, j'essaye d'intégrer au moins une demi-journée sans enfant. Je parle de demi-journée pendant la semaine, pas le week-end, mais une demi-journée pour moi, où je fais juste ce que j'ai envie de faire. C'est pas pour autant que je vais rester couchée à ne rien faire, mais je fais ce que j'ai envie de faire en fonction de moi, à mon rythme, pour ralentir un petit peu. Ça, c'est sur la semaine. Après, je pense que c'est important au cours de la journée de ne pas avoir une journée hyper compacte tout le temps, sur le mois, sur l'année, et en fonction de la période, c'est une plus grosse période, intégrer un moment de récupération plus long. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, hein. C'est l'un et l'autre. C'est aussi bien très sur la journée, très important. C'est le midi, prendre un vrai moment. C'est faire la pause cigarette sans cigarette. C'est se lever 10 minutes, aller marcher un peu, respirer, faire de la cohérence cardiaque c'est pendant 5 minutes. Faire des exercices comme ça de respiration, ça a un grand impact aussi sur la gestion du stress. Et puis après, il y a les classiques, hein, faire du sport, Après, le sport, c'est compliqué aussi à intégrer. Donc, tu me posais la question, qu'est-ce que moi je fais ? Je fais un peu de pilates une fois par semaine. J'aimerais faire plus de sport. C'est plus physique que ce qu'on pense. Hein. Ah oui. Donc, faites attention. Hein, pilates, il y a toujours le cliché, pilates. Non. C'est chaud. Oui, c'est chaud, effectivement. Mais donc, pour moi, le gros, c'est vraiment ça. C'est ralentir et prévoir du temps off. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais justement à quelqu'un qui veut ralentir, mais qui n'a pas forcément d'occupation déjà en place pour le faire, donc qui ne sait pas en fait qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec ce temps justement qu'elle aurait réussi à libérer. Parce qu'il y a plein de gens justement qui pourraient t'écouter et dire oui, ok, je suis en off, mais qui pour autant ne savent pas comment faire pour trouver des nouvelles choses qui leur permettraient de ne pas retomber dans ce truc de finalement je suis occupé. Parce que souvent c'est j'ai rien à faire, je me sens pas bien, donc je refais un truc différent mais qui à nouveau me relance. Oui. Comment se connecter en fait à ce qui pourrait nous plaire dans ces moments-là, mais en maintenant cette idée de je ralentis. Oui. Il y a différentes choses qui me viennent là. La première, c'est en amont, peut-être se poser la question, qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Parce qu'au moment même, si c'est un peu, surtout au début, on n'a pas l'habitude, comme on disait, il y a un peu cette anxiété de « je fais rien », on ne se sent pas hyper bien. Si on a une liste, même sur le téléphone, hein, se poser la question « qu'est-ce que j'aime faire ?» Qu'est-ce qui me ressource ? Quand je suis en vacances, qu'est-ce que j'aime faire ? Les moments qui sont déjà plus lents, par exemple les vacances, qu'est-ce que j'aime faire ? Est-ce que j'aime lire ? Ou lire, c'est pas du tout mon truc. Est-ce que j'aime regarder des séries Netflix ? Beaucoup ont dit c'est pas utile, ça sert à rien. Si c'est 1 heure ou 2 à un moment se coucher, ça repose le corps, ça repose le mental, c'est ok. Est-ce que c'est, je sais pas moi, faire de la peinture ? Est-ce que c'est jardiner ? Est-ce que c'est je sais pas moi, aller se promener ? Ça peut être plein de choses différentes, mais noter ce qui me nourrit. Moi, j'aime bien cette notion de se nourrir, pas que physiquement avec l'alimentation, mais qu'est-ce qui me nourrit ? Donc, faire une liste en amont. Et puis, au moment où on a ce temps-là, il y a la liste qui est déjà là et on peut choisir de la liste. Ça peut aider dans un premier temps. Et sinon, c'est s'autoriser au moment même à juste ressentir. C'est être avec soi. C'est ressentir, mais de quoi est-ce que j'ai envie, là ? Est-ce que j'ai envie de sortir ? Et puis, même avec la liste, hein, mais est-ce que j'ai envie de rester à l'intérieur ? Est-ce que j'ai envie de... Ouais, vraiment ressentir qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir maintenant ? Se reconnecter à cette joie dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui me ferait plaisir là maintenant ? Qu'est-ce qui m'amènerait un tout petit peu de joie là maintenant ? Et puis aussi, je pense que c'est OK de faire des choses juste du quotidien.
Si on a envie de, je sais pas moi, ranger à la maison parce que je vais me sentir bien après, mais pas être dans cette performance. Le faire à son aise. Je range un petit peu. Là, j'ai plus envie, j'arrête. Vraiment se reconnecter à ces sensations corporelles, émotionnelles, mais corporelles. Vraiment, les sensations, quoi. Là, si on a envie de faire des choses un peu utiles, c'est OK. Mais le faire au ralenti, pas être en mode je dois faire ça, et puis je dois faire ça, et puis je dois faire ça. Tous les je dois, il faut les éliminer. Les formules, très important. Oui. À partir du moment où dans sa tête, on le formule comme un je dois, il faut, pour moi, c'est un signal d'alarme. Signal d'alarme, je suis tout à fait d'accord. Après, si tu dis je choisis de ranger là parce qu'après, je vais me sentir bien dans une maison bien rangée, ça va vraiment me faire du bien et je le fais à mon aise, c'est OK, hein, même dans son temps off, de faire ça. Il y a aussi l'intention et la manière dont on fait les choses. À partir du moment où ça ralentit un petit peu et on le fait, ça nous fait plaisir de le faire. Et quand on en a marre, on arrête. J'ai une question. Je rigole déjà parce que j'ai envie de te voler un peu quelque chose et de le partager à notre audience. D'accord. Je ne sais pas si tu vas accepter que je te le vole, mais donc ma question c'est quoi ton secret magique? D'accord. Pour réussir à faire en sorte que les personnes, soit autour de toi, dans la sphère privée, ou les personnes que tu accompagnes, réussissent à lâcher prise. Parce que là, dans tout ce que tu nous dis, finalement, moi, j'ai la sensation que derrière tout ça, c'est vraiment cette notion d'être capable d'identifier, de voir ce qui nous connecte, et puis en fait de lâcher prise, donc de ralentir forcément. C'est quoi ton secret? Parce que ça semble logique, naturel, normal pour toi. C'est quoi ton secret pour arriver à se lâcher prise? Je ne crois pas au lâcher prise. Ah, magnifique. Dis-moi. C'est dit un petit peu. Je ne crois pas qu'on puisse juste lâcher prise. Les personnes qui ont du mal à lâcher prise, c'est des personnes qui sont souvent dans leur stratégie de gestion des choses, c'est souvent le contrôle. Et quand tu demandes à quelqu'un qui a tendance à être dans le contrôle de juste lâcher, c'est hyper compliqué. C'est comme si tu me dis là, lâche prise. Ouais. Et je lâche. Mais non, j'ai peur de ce qui va arriver. C'est très compliqué. Je crois plus à l'acceptation. Et je pense qu'on arrive au final à la même chose. Hein. Mais si tu te focalises sur le lâcher prise, tu te focalises de nouveau sur le négatif, sur ce que tu dois lâcher. OK. Tandis que si tu... Une des choses dont je parle souvent en accompagnement, c'est qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler. Et ce qu'on ne peut pas contrôler, il faut l'accepter. Et donc, c'est cette notion d'acceptation de ce qui est aujourd'hui. Ça n'empêche pas d'avoir des objectifs et de vouloir faire évoluer certaines choses. Mais c'est d'accepter ce qui est et ce qui n'est pas aujourd'hui. Et je pense que ça amène aussi à l'acceptation, non, au lâcher-prise. Cette notion d'acceptation, vraiment... Sans le côté perte de quelque chose, en fait. Oui. Qui est associé au lâcher-prise. Oui. Parce que souvent aussi, les personnes, elles essayent de contrôler ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et donc, on parle souvent de lâcher prise, mais c'est des choses que de toute façon, on ne peut pas contrôler. Donc, c'est pas une question de lâcher prise, c'est juste accepter ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Et ça amène ce fameux lâcher prise. Mais si tu dis lâche prise, en fait, tu te concentres sur le truc que tu n'arrives pas à contrôler. Et si tu as tendance à vouloir un peu contrôler, ce qui en soi est une bonne stratégie dans beaucoup de situations, pas dans d'autres, c'est très compliqué. Alors que si tu te focalises sur, en fait, aujourd'hui, voilà, ça c'est ma situation, il y a des choses que je peux contrôler, d'autres que je ne peux pas contrôler, j'accepte ce qui est là, ici, maintenant. Et puis après, libre à nous de changer ce qu'on peut changer. Très intéressant. Très intéressant. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Je pense que je le pensais comme ça, mais je le verbalisais pas comme ça. Le côté, la différence, accepter, lâcher prise, j'associais pas forcément une connotation un peu négative au lâcher prise. Et c'est marrant parce que tu parlais justement de ce qu'on contrôle pas, avec le fameux cercle d'influence. Oui, tout à fait.
Oui, ça rejoint ça. Voilà, cercle, c'est quoi? Cercle des priorités, cercle d'influence. Non. La préoccupation, voilà. Cercle des préoccupations, donc je réexplique. Ouais. On a toutes et tous une zone d'influence dans laquelle, en effet, on a un contrôle, on a une maîtrise, on peut faire quelque chose. Et puis, finalement, très souvent, en fait, la majorité des choses, on n'a pas de contrôle. Et pourtant, dans la gestion du stress et la gestion de l'anxiété, notamment, on se focalise tellement sur ce qu'on ne peut pas, finalement, contrôler, donc ce qui nous amène de plus en plus de préoccupations, qu'on oublie qu'on a un cercle d'influence sur lequel on peut travailler aussi. Et donc, l'idée du lâcher-prise ou de l'acceptation, c'est donc de mettre notre énergie sur cette zone d'influence qu'on a, qui peut se traduire soit par de l'action, faire quelque chose, augmenter sa zone d'influence, ou rien du tout, pour le coup, donc vraiment accepter, ce qui va nous permettre en fait de réduire notre cercle de préoccupation au lieu de l'agrandir. Donc, on se retrouve avec un cercle de préoccupation qui diminue au fur et à mesure qu'on accepte les choses telles qu'elles sont, et un cercle d'influence qui grandit parce qu'on se rend bien compte que plus on accepte, plus on reprend notre maîtrise, plus on se rééquilibre, plus on se rend compte que tout est très bien comme il est, et puis ça n'empêchera pas d'avancer, etc. etc. C'est ça. Ce qu'on nourrit grandit. Donc, si on met notre focus sur ce sur quoi on a de l'influence, c'est ça qui va grandir. Si on met plus de focus sur ce sur quoi on n'a pas de contrôle, ça diminue ça diminue, oui, dans notre perception, dans notre état d'esprit, et donc ça génère moins de stress, puisque pour faire le lien avec le stress. Incroyable. J'ai encore 2 questions que j'aime bien poser. La première question, c'est si tu devais aujourd'hui, tout de suite, dîner avec une seule personne, vivante, morte, imaginaire, peu importe qui c'est, qui tu choisirais? Une seule personne? Et puis après, je peux plus jamais dîner avec personne? C'est ça la question? Non, c'est que cette personne-là, tu auras une chance unique de dîner avec. Ouf. Après, dans ta vie, ta vie ne s'arrête pas tout de suite. Mais en tout cas, tu as une chance unique de dîner avec cette personne-là. Qui serait-elle? Ouf, c'est très compliqué. Je suis pas très... Je sais pas, ça me fait penser aux fans, tu sais, ou admiration... Je pourrais pas te répondre. Attention, tu serais la première personne à ne pas répondre à cette question. Non, je pourrais pas te répondre. Mais j'ai pas comme ça un mentor, ou enfin tu sais, une personne comme ça que j'admire outre mesure, ou que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'imaginaire, que ce soit dans le... T'as pas une personne qui te vient en tête? C'est possible, hein, mais... Non, je réfléchis, mais là, tout de suite, non. Eh ben, si un jour tu as la réponse, je suis très, très intrigué. Ça marche. Fais-moi signe. Ça va. Ok. L'autre question, c'est... est-ce que tu pourrais recommander une œuvre ou plusieurs œuvres, si tu avais des œuvres à recommander aux gens? Ça peut être tout. Ça peut être... quand je dis œuvre, pour moi, c'est tout type d'art. Donc, littérature, autre chose, art, je sais pas, peinture, artiste, tout genre, peu importe. Vidéo, film, musique. Bon, là, je réfléchis plus à des livres, parce que c'est plus ce qui m'influence moi. Mais alors, une chose, mais tu me poses école, là, tu aurais dû prévenir. Hein. C'était le but, je t'avais dit que je te surprendrais. Donc. Tu sais, le problème, c'est que je suis pas... j'absorbe beaucoup de choses. Et après, j'ai du mal à relier les choses. Et c'est probablement pourquoi je n'ai pas pu répondre à la question précédente non plus. Je suis en train de réfléchir en même temps.
je sais que il y a plein de choses que je prends, d'informations, je lis quelque chose, mais après, je vais plus... moi, dans ma tête, tout est intégré. Et ça fait partie de moi. Mais après, aller dire, ah ben oui, ça, c'était... tu vois, il n'y a pas cette conscience-là. Enfin, ça, c'est un truc qui me... J'ai une question pour t'aider. Est-ce que il y a eu des moments en fait dans ta vie dont tu te souviens qui t'ont marqué? Donc, souvent, on n'a pas 15 000 moments de transformation. On a souvent des moments précis qui sont marquants où on sent qu'il y a eu un changement majeur. Et est-ce que dans ces moments-là, tu penses à quelqu'un ou tu penses pour le coup à une heure ou à quelque chose? Le truc qui me vient, et ça m'est venu au début de ta question, donc avant même que tu poses la question, c'est ni une œuvre ni une personne, mais par contre, c'est les voyages. J'allais dire un lieu. Oui. J'aurais dû poser ça. Oui, les voyages. J'ai voyagé, j'ai fait quelques beaux voyages. Quand j'étais jeune, je suis allée régulièrement au Sénégal. Mon papa a une maison là-bas. Après mes études, je suis partie travailler 6 mois au Venezuela. Je suis partie aussi 6 mois en Australie avec mon compagnon. Et pour moi, ça, je sais que les voyages, ça permet de... on parlait de connaissance de soi, mais ça permet vraiment de se confronter à soi et aussi de se rendre compte comment dire ça, observer les différences par rapport aux différences de coutumes, les différences de manière de fonctionner. Ça peut être individuellement avec les personnes, dans la culture plus globale. Et du coup, de se poser la question. Moi, je sais qu'entre autres, après mes études, quand je suis partie au Venezuela, j'avais très fort ce truc de ah bah oui, ça c'est bien, c'est mieux ici. Je préfère ça ici, c'est différent de chez nous, hein, et je préfère ça ici. Ou d'autres choses qui me frustraient sur place. Et je me dis finalement, c'est pas mal en Belgique. Si mal, tu vois, mais c'est par le contraste et par la confrontation à d'autres choses, d'autres manières de fonctionner. On parlait d'angle mort tout à l'heure. Ça permet parfois de se rendre compte, de conscientiser certaines choses qui sont tellement, quand tu vis ta vie au quotidien, il y a plein de choses qui sont automatiques et heureusement, on sait très bien, notre cerveau n'aurait pas la capacité mentale de tout gérer à un niveau conscient. Mais oui, ça permet par ce contraste-là de conscientiser toute une série de choses et du coup de refaire des choix conscients de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qui m'influence et qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je peux adapter moi dans ma manière de fonctionner et qu'est-ce que, en rentrant après en Belgique, qu'est-ce que j'apprécie d'autant plus ici. Oui, ça c'est les voyages et d'autant plus les voyages seuls. Je sais qu'au Venezuela, par exemple, j'étais partie seule. Oui, ça permet de partir à la rencontre de soi aussi, et d'être... on en revient plus riche de ces voyages-là, je trouve. Moins stressé, j'espère aussi. Ça dépend du voyage, hein. Mais ouais. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin? C'est un conseil ou un... On prend tout. Un conseil, enfin oui, ce qui me vient, c'est apprendre à se connaître. C'est pour moi le point de départ et le noyau de beaucoup de choses. Et apprendre à accepter. Oui. Drop the mic, comme on dit. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Et j'espère que vous avez apprécié. On se voit dans le prochain épisode.